Does Monday at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot. That feeling when Copilot gets everyone up to speed instantly? It's sunny again. When Copilot simplifies complex data so your teams can act, that sun's shining on a beach. And when Copilot uncovers hidden insights, you're on that beach with your people, and you find buried treasure. That's Microsoft Copilot. Learn more at Microsoft.com/AI for all. Salut, je m'appelle Vanessa Pilon et je vous souhaite la bienvenue à l'École de la vie. Un endroit, mais pas vraiment un endroit, là, c'est plus comme une émission, un balado, où l'on apprend enfin des choses qui nous sont réellement utiles pour mieux naviguer cette affaire à la fois le fun et bizarre qu'est l'expérience humaine. Bon épisode? Ouais, le bon épisode, je suis pas sûre. Salut, bienvenue à l'École de la vie. Je vous parle de mon petit bureau, studio dans ma cour pour vous donner une image mentale. Il y a une super belle neige de mars qui vient de tomber. Tu sais, la grosse neige épaisse et lourde, là. Puis là, le soleil vient de sortir. C'est vraiment, vraiment beau. Tellement que, juste avant de commencer à enregistrer, j'étais assise. Puis avant chaque épisode, je prends un petit moment, tu sais, pour me centrer, là. Puis je fais une petite méditation / visualisation. Ah ben tiens, je vais vous la partager, je vais vous dire ce que je fais. Ça va peut-être vous donner une idée du mood dans lequel je me place avant de peser sur les petits pitons record. Ouais, c'est ça, je m'assois. Puis c'est peut-être quelque chose que vous pouvez instaurer dans vos vies aussi. Tu sais, c'est pas obligé d'être long, la méditation dans la vie, là. Des fois, les gens, ils roulent des yeux puis sont comme moi, là, passer 20 minutes à juste m'entendre parler dans ma tête. Ça me tente pas, mais cet outil-là, moi, je l'utilise pour plein de moments dans la vie, mais tu sais, entre autres, là, justement, avant de partager dans un podcast, avant d'aller faire des rencontres, des fois, avant d'ouvrir un petit Zoom, là, je m'assois, puis je ferme les yeux. Fait que peut-être vous avez... Hey, pourquoi pas le faire ensemble, mettons? Je vais le faire vraiment très rapidement. Je ferme mes yeux, puis, ben là, fermez pas les yeux si vous êtes en train de conduire ou faire du vélo, là, mais juste vous donner une idée. En tout cas, hey, un jour, je vais être bonne pour faire des méditations. C'est peut-être juste pas le moment quand on commence un podcast, mais je trouve que c'est le fun, peut-être, pour qu'ensemble, on se mette dans le même mood. Mais ouais, c'est ça. En fait, je ferme les yeux, puis ce que je visualise, ben premièrement, je prends conscience de ma respiration, parce que, on respire toute la journée, puis on oublie souvent, puis on n'est pas nécessairement conscient de ce processus-là. Une chance, parce que ça ferait bien des affaires à penser. Mais bref, je prends juste conscience de ma respiration, je connecte à mon souffle. Et là, ensuite, ce que je visualise, et c'est tellement une image simple, puis peut-être qu'elle va vous parler, peut-être pas pantoute, mais moi, c'est comme s'il y avait, ça va sonner weird, de mes fesses, parce que je suis souvent assise quand j'enregistre, mais si vous êtes debout, ça peut partir de vos pieds aussi. Je vois comme des racines de la couleur qui vous plaira. Les miennes sont dorées, parce que c'est une couleur qui me plaît beaucoup, qui descendent là, comme dans la terre. C'est comme si j'allais vraiment m'enraciner. Puis là, elle continue à descendre, jusqu'à temps que j'aille me connecter au centre de la terre, mettons. C'est comme si j'allais me grounder à quelque chose, tu sais, parce que c'est ça, à quelque chose de profond, de vivant. Pour moi, la relation à la terre est... ouais, c'est ça, c'est comme si j'avais une relation avec quelque chose d'intelligent, de plus grand que moi, fait que je me connecte à la Terre. Il y a peut-être du monde là, qui viennent de faire « Hey, moi, m'a arrêté ce podcast-là immédiatement », mais pour les gens qui sont encore là, ensuite, je sens ce que la Terre, comme tu sais, dans son cœur qui bat, mettons, me nourrit. Puis c'est comme s'il y avait de l'énergie qui remontait du cœur de la Terre jusqu'à moi, puis en échange aussi, je me connecte et puis je relâche des affaires à la terre, parce que je sais qu'il est capable d'en prendre, puis d'alchimiser tout ça. Fait qu'il y a comme une relation circulaire qui commence avec la terre. Puis là, après ça, ce que je visualise, c'est comme l'ouverture au-dessus de ma tête, à l'infini, à la source, au champ des savoirs plus grands que moi, à la conscience universelle, peu importe comment vous avez le goût d'appeler ça, mais je me connecte à ça, puis je laisse cette sagesse-là descendre vers moi, puis ces deux pôles-là, tu sais, le en haut, l'infini, le grand, et la terre, ben ces deux pôles-là se réunissent
au centre pour moi, puis ça se réunit dans mon cœur. Fait que là, je reconnecte à mon cœur, et là, je laisse ça monter à ma gorge, puis dans le souhait que mon expression, les choses que je vais vous dire, vous partager, ça vienne vraiment du cœur, puis que ce soit nourri par et la conscience collective de la Terre est plus grand. Fait que je fais ça, moi, avant mes petits zooms, avant les podcasts, juste question de c'est comme un rappel de mon intention, tu sais, de ce que j'ai envie de servir, d'où je veux que ça vienne, puis de le visualiser comme ça. Là, je vous l'ai dit, ça a pris 2 petites minutes, là, parce que je voulais vous l'expliquer, mais tu sais, maintenant, c'est un petit automatisme, fait que ça se fait super rapidement. Faut le faire, là, même, c'est ça, avant une date, ou peu importe, mais je trouve que c'est une belle visualisation, super simple. En tout cas, tout ça pour revenir au fait que j'ai fait cette visualisation-là juste avant de commencer à enregistrer, puis là, ce qui est monté, c'est des larmes! J'avais comme quelque chose qui se relâchait, genre gros sourire et larmes en même temps, d'un point de vue extérieur. Une chance que je suis dans une boîte au milieu de la forêt, parce que je pourrais avoir l'air un peu bizarre, mais c'était comme s'il y avait une espèce de relâchement de « Ah, OK, yes, on fait ça, là. On enregistre un nouvel épisode de l'École de la vie. » Et ce qui m'a fait pleurer, je pense, c'est de me trouver dans cette belle boîte là, que mes amis de GoVan m'ont prêtée, de leur cœur vraiment généreux pour que je puisse enregistrer ici, tranquille, pendant que mon chum joue du piano, puis de juste regarder comment c'est beau dehors, puis comment j'ai la chance d'avoir une voix, d'avoir des gens qui m'écoutent. Fait qu'en tout cas, full gratitude. Et c'est ça, fait que je me suis mise à pleurer. Il y avait comme un espèce de relâchement aussi, d'une espèce de tension qui m'habite depuis des semaines. Puis c'est de ça dont j'avais envie de vous parler, parce que je viens de passer à travers un épisode duquel je suis pas super fière, mais je trouve que c'est dans ces partages-là, des fois, où on se reconnecte les uns aux autres, les unes aux autres, en normalisant que ça se passe, ces moments-là dans la vie. Je vous explique, puis ça va pas être juste ça l'épisode, là, évidemment. Je veux pas juste, tu sais, c'est ça, grand monologue sur ce que je viens de vivre, mais je pense que, en tout cas, à travers ça, moi, ça m'a permis d'intégrer des concepts, puis peut-être que ça va vous être utile. En fait, j'ai l'intuition que ça va l'être, fait que j'ai l'appel, j'ai l'élan de vous le partager. Fait que là, moi, depuis quelques semaines, OK, si vous êtes des assidus du podcast, vous m'avez sans doute entendu parler de ce qui s'est passé dans notre famille au début de l'année, mon chum qui a perdu son père et tout ça. Puis moi, dans les semaines qui ont suivi, tu sais, je me suis vraiment placée dans la posture de « je dois tenir le fort pendant que mon chum vit ces grosses émotions-là, je dois être là pour ma fille, je dois être là pour lui, je dois m'assurer que toute la vie de famille roule. » Fait que j'ai comme tout pris sur mon dos, d'une certaine façon, puis je me suis pas tant permise de vivre les émotions que moi aussi, j'y vivais à travers ça. Comme si j'avais la croyance que ma job à travers cette épreuve-là, c'était de justement pas vivre d'émotions, puis être solide, tu sais. Comme si on pouvait pas se soutenir à travers l'épreuve, là, tu sais, mutuellement. C'est comme si moi, je me dis, ben moi, c'est pas mon père qui est mort, fait que je peux pas vivre, tu sais, justement, de deuil, de tristesse, d'insécurité, de grandes questions par rapport à la vie. C'est comme si j'avais tout bloqué ça, puis je m'étais mise en posture de faire. Ce qui n'est pas quelque chose qui arrive très souvent dans ma vie, mais en tout cas, j'étais là-dedans, puis j'ai juste remarqué que, tu sais, j'ai pas tant pris soin de moi, il y a des journées, puis là, c'est sûr, la météo, là, des fois, ça n'aide pas à donner envie d'aller dehors, mais je me suis rendu compte à un moment donné que ça faisait 2 jours que j'étais pas allée dehors. Genre, c'était mon chum qui amenait ma fille à l'école, puis moi, je restais à la maison, je travaillais toute la journée, puis je pas sortie à l'extérieur, et j'ai tellement honte de dire ça parce que je suis la première à savoir à quel point ça fait du bien d'aller dehors, c'est vital, c'est nécessaire, mais here I am, 2 journées de suite, complètement à l'intérieur, puis je me suis retrouvée sans m'en rendre compte à tranquillement descendre dans quelque chose de plus en plus bas, si je dois dire. C'est comme si tous les beaux outils, toutes les choses que je suis capable de mettre en place, la conscience que je suis capable d'infuser habituellement dans ce que je vis, j'y avais plus accès. Fait que là, j'ai commencé
à magasiner sur Internet. Puis là, ça, d'habitude, là, c'est mon petit red flag, là. C'est comme, Vanessa, t'es en train de vouloir fuir quelque chose en ce moment, là, en passant ça par le magasinage en ligne. Et là, mon obsession du moment, genre une bonne partie du mois de février, là, plutôt que d'aller process mes émotions, d'aller m'asseoir en méditation, de vraiment être présente à ce qui est, j'ai comme tout tassé. Puis là, je me suis mise le soir, pas de joke. J'étais dans mon lit plutôt que de dormir, ce qui était mon besoin du moment, là, tu sais, de la fatigue, j'avais besoin de repos. Je me suis mise à obséder, à vouloir m'acheter. quand juste le dire, je suis comme, c'est vraiment absurde. Je me suis mise à vouloir me trouver des jeans à motif léopard, et là, c'est devenu ma grande quête, tu sais. Au lieu de mettre mon focus sur ce dont j'avais vraiment besoin à ce moment-là, c'est-à-dire adresser mes émotions, les relâcher, puis tout, j'ai comme tout tassé, puis je me suis pitchée dans le magasinage en ligne en espérant que ça me fasse du bien. Même pas en espérant, juste, c'était comme ma survie du moment. J'étais pas capable d'adresser ce qui se passait. Fait que je magasinais des fois pendant 2 heures de suite pour trouver le petit jeans léopard de mes rêves. Et là, je vous parle, c'est vraiment ironique, c'était pas calculé pantoute, mais je vous parle en portant présentement mon jeans léopard que j'ai fini par trouver et en fait venir par Internet. Écoutez, j'ai réussi ma quête. J'ai trouvé mes jeans léopard, mais en passant beaucoup trop d'heures à essayer de le trouver. Puis, tu sais, c'est vraiment super anecdotique, là, vous dire que je magasinais un jeans léopard, mais c'est juste pour vous illustrer comment des fois on a nos espèces de patterns de fuite, puis vous, c'est probablement pas de magasiner des jeans léopard, votre pattern de fuite, mais tu sais, même si j'en étais consciente, là, je me voyais aller avec comme mon soi supérieur qui checkait Vanessa dans son lit en train de magasiner un jeans léopard pendant des heures, qui était comme « Ah ben oui, on est en train de fuir, qu'est-ce qui est inconfortable? » Mais j'étais pas capable d'en sortir. C'est comme si à ce moment-là, c'était ce à quoi j'avais accès, that's it. C'est comme si tu sais, quand on est dans un état de bien-être, quand on prend soin de soi, quand on a une bonne hygiène de vie, quand on est reposé, c'est comme si nos œillères sont très larges, puis on arrive à avoir une perspective tellement plus claire, tellement plus big picture, là, tu sais, de prendre un pas de recul et tout ça. Mais là, j'étais fusionnée à ce que j'étais en train de vivre. J'étais pas capable de le vivre dans la conscience. Puis j'ai spiralé vers le bas en allant pas dehors, en dormant pas super bien, en allant dans mes patterns de fuite. Puis ça a duré quelques jours, sinon quelques semaines, évidemment, avec des hauts et des bas. Puis là, ce qui s'est passé, c'est que il y a genre 2 semaines, mon dos a barré, un peu de nulle part, là, j'ai fait du patin, je suis pas tombée, mais comme mon dos a barré, c'est la première fois que ça m'arrive de toute ma vie, tu sais, j'ai pas un historique de, comment on appelle ça, là, lumbago, je sais pas si c'est ça le terme, tu sais, en tout cas, les annonces de robe accessibles, là, les gens qui ont mal au dos, j'avais jamais eu ces douleurs-là, puis vraiment le barré, pas capable de marcher. À un moment donné, c'en était comme inquiétant. J'étais même pas capable de me rendre jusqu'à la salle de bain, là. J'étais comme m'endurer mon envie de pipi parce que j'arrive pas à me lever debout, tu sais. Puis s'il y a des gens qui vivent avec des douleurs chroniques, vraiment beaucoup de compassion. J'ai vécu une mini fenêtre de ce que ça peut être et c'est vraiment, vraiment, vraiment pas le fun. Mais c'est ça, fait que j'ai eu le dos barré, puis je me suis... À partir de ce moment-là, j'ai fait « OK, là, mon corps m'envoie des signaux, là, il va falloir que j'arrête d'ignorer tout ça. » Puis ça m'a pris quelques jours pour être capable vraiment là, d'aller dans la douleur, puis d'aller... Tu sais, c'est sûr, là, c'est bien attrayant là, d'aller se claquer des Advil, des antidouleurs. Puis moi, j'ai horreur là, de prendre ça. On dirait que je suis comme... C'est mon dernier ressort. Je sais pas si c'est un vieux relent de ma vie de ballet classique là, qui valorisait beaucoup d'avoir mal, mais ou juste que j'ai pas une énorme confiance en ces produits-là. fait que là, c'est ça. Je prenais du CBD, un peu d'antidouleur, puis je voulais comme pas éteindre la douleur. On dirait que j'ai voulu y aller, puis mon chum comprenait pas. Il était comme « Mais qu'est-ce que ça donne de souffrir? Essayes-tu d'avoir un petit badge d'être plus valeureuse que les autres? » Puis honnêtement, c'est juste que je savais à ce moment-là, au moins, petite
sport de lucidité qui remontait, mais je me suis rendu compte que mon corps essayait de me dire quelque chose, puis que c'est pas en lui disant « ferme-la et on continue à magasiner des jeans léopard, s'il vous plaît ». J'étais comme « OK, il faut vraiment que j'aille écouter », puis c'est quelque chose qu'on fait pas beaucoup dans notre société. On est beaucoup amené à comme mettre un petit pansement sur ce qui se passe, à comme diminuer les symptômes, à pas écouter qu'est-ce que ça essaie de nous dire, puis à continuer à fonctionner, tu sais. Puis là, c'était comme un appel, là, genre on peut plus, là, Vanessa, s'il vous plaît, essayer de produire, d'être créative, d'enregistrer des petits podcasts, de faire tes affaires. Comme, arrête-toi 2 secondes et écoute ce qui est présent. Puis là, ça va m'avoir pris quelques semaines avant de m'asseoir puis d'écouter. Mais quand je l'ai fait, finalement, puis que je suis allée apporter de la présence à ce qui se passait, et c'était intéressant ce que j'ai découvert. Fait que c'est ça, j'ai le goût de vous partager tout ça pour parler un peu de plein d'affaires, OK? Premièrement, le symptôme physique du mal de dos, là, tu sais, mon côté rationnel, évidemment, aurait pu dire j'ai fait du patin, j'ai fait un faux mouvement, tu sais, travailler des muscles qui n'étaient pas habitués de travailler, peu importe, tu sais. Il y a une explication, somme toute, rationnelle, là. Mais le fait que ça ait duré aussi longtemps, avec une aussi grande intensité, il y avait quelque chose qui me disait « Ouais, c'est ça, il va falloir qu'on aille plonger là-dedans. » Et ça fait quelques années, puis là, je sors du garde-robe, là, j'ose en parler, puis c'est peut-être pour ça que j'avais beaucoup d'émotions avant de commencer l'enregistrement du podcast, parce qu'il y a une partie de moi qui a peur de nommer ces affaires-là. Dès qu'on rentre un peu dans le domaine de, tu sais, le corps, la santé, c'est comme s'il faut tellement marcher sur des œufs, puis je comprends, là, il y a des choses abusives qui sont dites parfois, puis des choses dangereuses aussi, fait que je vous le dis, je parle de mon expérience personnel. Je vous partage ce que j'en comprends puis ce que j'ai vécu à date dans ma vie, mais en tout cas, fait que disclaimer, là, ne prenez pas tout ce que je dis pour du cash, c'est un partage vraiment personnel, faites-en ce que vous voulez, puis ceci ne se veut pas un substitut pour, c'est quoi qu'il faut dire, là, pour se protéger légalement, là? Ce n'est pas un substitut pour la vie d'un médecin, d'un professionnel de la santé. OK, ceci étant dit, ça fait quelques années que je suis suivie par des gens qui abordent les malaises physiques, les maladies, aussi en incluant le spectre des émotions. Puis c'est pas de dire que, genre, tout ce qu'on vit dans notre corps, toutes les maladies qui sont là sont 100% d'origine émotive. Moi, j'irais pas jusque-là, mais je pense quand même qu'il y a une interaction entre nos émotions puis notre état de santé de façon globale, puis potentiellement au développement des maladies. Puis là, vous sentez que j'essaie d'être vraiment prudente. Je ne veux pas trop m'avancer là-dedans, mais tu sais, on le sait, il y a de 75%... Ça, c'est une donnée là, qui est admise là, largement. Je suis allée juste faire une recherche sur Internet pour comme vérifier que je vous dis pas n'importe quoi, puis que je suis pas juste en train de reprendre une statistique louche et floue, juste pour servir mon point, mais sur le site de Harvard, là, il en parle, puis Government Medicine, là, tout ça. En tout cas, cette statistique-là, elle est admise, OK? Qu'il y a de 75% à 90% des maladies et des malaises qui sont liés au stress. J'ai-tu besoin de leur dire? 75% à 90% des maladies qui sont liées au stress. Ça veut dire que on le sait, là, qu'il y a une interaction entre le monde émotif, notre état psychologique et notre corps. On va arrêter de traiter ça séparément, là. Comme il y a une interaction, c'est sûr. Donc, évidemment, les émotions jouent un rôle aussi dans comment on se sent dans notre corps. Puis là, dans mon dos aussi, tu sais, c'est sûr, quand on parle des émotions, ben c'est de l'énergie en mouvement. Fait que quand on laisse pas cette énergie-là complètement faire son mouvement, quand on n'exprime pas l'émotion, quand on lui laisse pas la place pour s'exprimer, bien, on la bloque, ça reste pogné dans notre corps. Puis si vous avez écouté l'épisode avec Lison Duval, dans les premiers épisodes où elle parle de l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, tu sais, c'est entreposé dans le corps, puis des fois, on traîne ça pendant des années, puis ça peut se développer en douleur, en maladie, peu importe. Fait que là, mettons, là, c'est peut-être une donnée que vous connaissiez déjà. Ah ouais, hein, genre jusqu'à 90% des maladies qui sont liées au stress.
OK, mais c'est quoi le stress, mettons? Tu sais, si je vous dis, c'est quoi votre définition du stress? Puis il y en a plein, là, de définitions, puis on dirait que c'est quasiment flou à définir le stress parce que on est tellement dedans, j'ai comme l'impression que c'est rendu quasiment notre mode de fonctionnement par défaut. C'est ça nos vies. C'est quoi le stress à partir de là? Et il y a une définition que j'ai entendue il y a plusieurs années qui m'est comme restée, fait que j'ai envie de vous la partager. C'est une définition qui vient de Emily Fletcher. C'est une prof de méditation aux États-Unis. Elle a fait une technique qui s'appelle la Ziva Meditation par Emily Fletcher. Mais c'est ça, Emily Fletcher, elle définit le stress comme étant la distance, et j'adore cette définition-là, OK? Je vais la dire. Le stress, c'est la distance entre où on est présentement et où on pense qu'on devrait être. Je vais le redire, OK? Parce que moi, je suis fan de la méthode Teletubby, c'est-à-dire de dire la même affaire 2 fois pour être sûr que tout le monde ait compris, moi y compris. Le stress, c'est la distance entre où on est et où on pense qu'on devrait être. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, pour moi, la distance entre où est-ce que je suis en ce moment et où je pense que je devrais être, c'est entre autres la constante insatisfaction dans laquelle on se trouve. Je ne sais pas si vous voguez dans une existence où vous êtes genre tout le temps dans le bliss, dans le genre le contentement et la gratitude sans cesse, mais moi, c'est pas le cas. C'est justement un peu pour ça que tout à l'heure, je pense que je me suis mise à pleurer avant d'enregistrer, c'est que je vis dans une insatisfaction de où est-ce que j'ai envie d'aller, mes prochains objectifs, d'avancer, puis j'oublie de regarder autour 2 secondes, puis c'est ça que j'ai vécu. J'étais comme, wow, je suis tellement dans l'abondance, là, d'être dans cet endroit fabuleux, dans ce moment merveilleux, mais j'y goûte pas, j'ai même pas le temps de le savourer, puis ça doit se passer pour vous aussi, tu sais, des fois, justement, mon jeans léopard, là, que j'ai mis des semaines à magasiner, tant d'heures investies dans cette recherche de jeans léopard, ben je les ai reçus hier soir, OK? Je les ai mis, puis je suis passée à autre chose. J'ai pas savouré mon jeans léopard, tu sais, c'est comme si j'étais déjà dans la prochaine insatisfaction, dans la prochaine affaire dont j'ai le goût, la prochaine affaire que je n'ai pas, puis c'est ça qui se passe, j'ai pas savouré où je suis, puis c'est ça qui nous rend stressés, je pense, dans notre société en ce moment, c'est qu'on est constamment bombardé de ce message-là qu'il y a toujours mieux, qu'il y a toujours plus, qu'il y a toujours de la nouveauté, que ce qu'on a, c'est déjà un peu passé date, puis voici la nouvelle version mise à jour, plus belle. Fait que c'est essoufflant, tu sais, cette insatisfaction-là, puis aussi, ça se répercute sur nous, notre vision de nous-mêmes. Moi, j'ai tout le temps l'impression que j'en fais pas assez. Ma to-do list, là, tu sais, je la fais maintenant pas juste comme une grande to-do list, là, j'ai commencé à la diviser. Aujourd'hui, ce que je veux faire, cette semaine, ce que j'ai à faire et ce que je voudrais faire dans les prochains temps. Mais le 3/4 des journées, je finis, puis j'ai pas coché toutes les affaires de ma to-do list, puis je suis tout le temps en train de me dire, je finis mes journées, puis je me dis, shit, j'ai manqué de temps, j'avais pas assez de temps, je devrais donc bien être en train d'en faire plus, je devrais donc bien être en train de rentrer plus d'affaires dans mes journées, je regarde les autres autour de moi, je suis comme, ils accomplissent, ils progressent tellement, puis moi, je fais juste un petit podcast, c'est long, ça se développe tranquillement, tu sais, je sais pas si vous avez ça, cette espèce de sentir que c'est pas assez, qu'on devrait du plus. Il y a ça dans le domaine du bien-être aussi, là, qu'on devrait toujours être mieux, qu'on devrait guérir, qu'on devrait progresser, qu'on devrait être dans une espèce de belle courbe, là, ascendante, comme la bourse, de progression, de croissance infinie sans cesse, là, en avant, toujours plus. C'est sûr que si on se regarde en ce moment, où on est, puis on se dit « Wow, je pourrais tellement être mieux, je pourrais tellement être plus guérie, je pourrais tellement être plus consciente. » Bien, il y a un stress qui se crée entre l'endroit où on aurait envie d'être, puis où on pense qu'on devrait être, et l'endroit où on se trouve présentement. Puis, il y a également aussi, je pense, des fois un désalignement entre ce qu'on sait qu'on est capable de faire, d'avoir comme genre de vie, notre potentiel, la potentialité de notre existence, puis ce qu'on est en train d'en faire
au quotidien, par nos patterns, par nos peurs, par nos croyances limitantes. Puis comme la vie qu'on mène là, puis ce qu'on serait capable de faire, puis on est un peu figé entre ces deux-là. Puis moi, je me trouve souvent dans cette posture de stress-là parce que je le sais, tout ce que ça peut être ma vie, tout ce que je suis capable de créer, de beau, de mettre dans le monde, mais dans le day-to-day, j'ai pas toujours l'énergie, je sais pas c'est quoi la prochaine étape, puis il y a quelque chose en moi qui crée du stress, puis ce stress-là aussi entre tout ce qu'on est en train de vivre des fois, ce qui est inconfortable, puis notre incapacité à être présent à ce qui est en ce moment. Et là, je pense que c'est ça la plus grosse tension intérieure, la plus grande résistance, c'est d'être à l'écoute de ce qui est, puis dans la pleine acceptation de ce qu'on vit comme émotion. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis vraiment la championne d'essayer de taire tout ça. Donc, c'est ça, je vous invite, là, regardez, il est où votre stress? C'est quoi la distance entre où vous êtes puis où vous pensez que vous devriez être en ce moment? Là? Hey, petit exercice de journaling, si ça vous appelle, mais de vraiment se questionner là-dessus puis de regarder, OK, ça me génère du stress, puis qu'est-ce que ça me crée dans mon corps? Qu'est-ce que ça me crée comme pattern parce que je suis stressée puis j'arrive pas à accéder à mes outils? Fait que ce qui me ramène à mon fameux mal de dos, dans mon bas du dos, mon lumbago. On le sait, là, la prémisse, émotion, corps, il y a un lien, là, c'est pas séparé. Fait que je suis allée, pour le fun, regarder dans ce livre, ce fameux livre, vous le connaissez peut-être, Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Ça, pour les gens qui connaissent pas ce livre-là, c'est une grosse brique vraiment laite, un livre bleu là, de Jacques Martel. On l'aime, le beau Jacques, là, mais au niveau de ses goûts en matière de graphisme, on repassera. OK? J'adore ce livre, mais je suis vraiment gênée. Je sais pas, je le cache parce que il y a une madame avec les lunettes au bout de son nez, les doigts sur les tempes, là, elle est bien découragée de la vie. En tout cas, vous irez le voir, la couverture, ça a l'air d'être comme ironique. En tout cas, mais ça l'est pas. Mais bref, il y a tellement de choses dans ce livre-là, il ne faut pas juger le livre à sa couverture, hein, c'est là que cette expression prend tout son sens. Mais dans ce livre-là, on peut regarder un peu, mettons, je sais pas, vous avez mal aux dents ou comme vous faites de l'asthme ou mal aux jambes, bien, c'est un peu amener des pistes et moi, je le prends toujours avec un grain de sel là, parce que ça peut être très culpabilisant là, de se faire dire que on est en train de se créer nous-mêmes nos maladies. Là. Non, des fois, il y a aussi comme des facteurs environnementaux, puis il y a plein d'autres choses. Là. Il y a plusieurs facteurs dans l'équation. Là. C'est pas juste les émotions, mais d'aller juste, moi, jeter un coup d'œil là, pour alimenter ma curiosité, puis juste me donner des pistes pour quoi aller regarder. Bien là, je suis allée là, dans ce grand livre-là, lire sur le dos. Puis, c'est quand même précis, là, il y a plusieurs pages. Et dans la vertèbre particulièrement où j'avais mal, OK? Eh bien là, quelle n'a pas été ma surprise? Attendez, je vais aller à la vertèbre en particulier où j'ai mal, OK? Parce que c'est trop bon. C'est vraiment drôle. Alors, moi, j'avais mal à la vertèbre L1 et L2. C'est comme le bas du dos, mais comme en haut du bas du dos, mettons. Puis là, je ne vais pas tout vous le lire, là, c'est vraiment long, mais ça parle de... Je tiens tellement compte des autres que je mets complètement mes besoins de côté et ma liberté. Fait que là, mettons, la vertèbre L2, qui me faisait particulièrement mal, ça dit « Je suis prisonnier de mes émotions, je sais pas comment les vivre et les exprimer. Celles-ci étant parfois vives et explosives, je mets des masques pour me protéger et éviter qu'on puisse voir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et mon malaise peut devenir tellement grand que je veux engourdir mon mal. » Alors voilà, fait que je vous ai mis en contexte pourquoi j'ai commencé à avoir mal au dos, dans quel contexte j'ai commencé à avoir mal au dos. Moi qui n'arrive pas à prendre du temps pour moi, qui pense qu'il doit tenir toute la famille, puis qui s'exprime pas face à toutes mes émotions. Fait que bref, c'est juste un petit exemple pour allumer peut-être cette perspective-là pour vous de « Ah, ben quand j'ai mal quelque part, quand j'ai une petite maladie, quelque chose d'inconfortable, de peut-être aller voir qu'est-ce qui veut parler en moi, tu sais, comment est-ce qu'on utilise le corps pour
prendre conscience, pour conscientiser des choses qu'on n'a peut-être pas le goût d'aller regarder, mettons. Et il y a aussi une madame, Louise Hay, qui a écrit des livres sur le sujet, là, entre autres, genre dans les années 80, elle a écrit un best-seller, là, « You can heal your life ». Elle aussi, elle a beaucoup comme répertorié dans le corps, tu sais, ce qui se passe avec les émotions. Puis elle, dans le bas du dos, là, elle dit que c'est aussi l'insécurité face à l'argent et la capacité à être soutenue financièrement par le monde. Et aux gens qui ont entendu mes derniers épisodes, vous devez vous dire « Ah ben oui, c'est ça ». Mais en tout cas, mais Louise Hay, je veux juste mettre des petites nuances parce qu'elle elle a une façon un peu culpabilisante, je trouve, d'aborder les choses. Il y a vraiment beaucoup de richesse dans son livre, mais ça a été écrit dans les années 80, là, il y a quand même un petit peu quelque chose à propos de... Il y a de la grossophobie, puis quelque chose quand même où on se sent un peu blâmé d'être malade des fois. Fait que je ne trippe pas tant que ça sur Louise Hay, mais il y a quand même des pistes intéressantes. Fait que voilà le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Et Louise Hay, ça peut être des pistes pour commencer à écouter ça, mais sinon, là, si vous voulez vous fier à votre sagesse intérieure qu'on a, tout le monde, ben quand vous avez mal à la tête, mettons, une douleur ou quelque chose, de vous asseoir puis d'essayer d'entendre ce qu'elle essaie de vous dire, cette douleur-là. Je sais que ça peut avoir l'air abstrait pour certaines personnes, mais de la laisser s'exprimer. Puis des fois, on va juste avoir une petite piste, juste un petit bout de fil là, sur lequel on peut tirer qui va nous ramener à quelque chose qu'on n'a peut-être pas digéré au complet ou quelque chose qu'on n'ose pas s'avouer. Fait qu'en tout cas, c'est un domaine fascinant, je trouve, d'aller explorer notre corps puis de faire le lien avec notre paysage intérieur, nos émotions, puis de pas juste être victime extérieure de ce qui se passe, là, de vraiment regarder cette interaction-là. Puis je pense que c'est ça, pour moi, qui le résume bien, c'est qu'on n'est pas nécessairement en train de créer nos maladies, mais il y a très certainement une interaction entre notre état émotionnel, notre état psychologique et notre corps, puis de juste commencer le dialogue entre les deux, de l'ouvrir, puis de tracer des liens, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Puis là, vous vous demandez peut-être « Comment ça va, ton dos, Vanessa? » Ou peut-être vous le demandez pas pantoute. Mais ça va vraiment, vraiment bien à partir du moment là, où j'ai genre laissé mes émotions sortir, là, comme j'ai pleuré ma vie, j'ai comme hurlé. J'ai tout fait là, dans mon bureau, au milieu de la forêt, là, où personne ne me juge. J'en ai aussi parlé à mon chum. J'ai comme nommé toutes les affaires que j'avais retenues dans les dernières semaines. Il a été super bon pour comme les accueillir. Puis là, une fois que ça a été nommé, là, je vous niaise pas, là, j'ai l'air de vouloir être... J'ai rien à vous vendre, là, fait que j'essaie pas de vous dire... de vous vendre. C'est des résultats miraculeux, mais pour vrai, le lendemain, mon mal de dos avait diminué genre de 98%. Là. Il me reste un mini peu de douleur, mais ça a comme disparu d'un coup. Et j'ai comme regagné mon énergie. Ça a tout transformé. Fait que c'était juste une grosse boule d'émotions qui n'avait pas eu l'espace pour s'exprimer parce que je pensais qu'il fallait que je sois forte, puis je l'ai juste laissé sortir d'une façon vraiment messy, vraiment laite. Ça a tellement fait du bien. Puis tout ça, ça fait écho aussi à l'épisode avec Chloé Rochette sur le mouvement libre, tu sais, de danser un peu n'importe comment, mais pour vrai, le mouvement, ça aide tellement des fois à juste sortir ce qui est là, à nous permettre d'accéder à sortir de notre mental, là. Fait que, hey, des fois, là, si vous avez accès à ça, là, une petite pièce fermée, des fois une voiture, là, à la limite aussi, là, quand on est loin de d'autres gens, là, dans le fond d'un stationnement, là, un endroit où vous vous sentez en sécurité pour comme crier, bouger, faire whatever ce que votre corps a besoin de faire pour comme le sortir, là, cette affaire-là, tu sais, puis les animaux puis les enfants, ils sont tellement bons là-dedans, tu sais, un chien vit un petit choc, là, je sais pas si vous avez déjà observé un chien, mais après ça, ils vont comme shake it off, là, ils vont juste se secouer la tête, puis c'est comme, OK, on enlève cette affaire-là, puis on continue, fait que, prenons exemple sur les animaux, ils ont tellement une conscience du corps qu'on n'a pas. Les enfants aussi, là, c'est comme je me fais mal, je vis un choc, l'émotion sort, puis après ça, on passe à autre chose. Fait que rappelons-nous ça, fait que bougeons notre corps. Puis il y a une femme aux États-Unis qui s'appelle Mama Gena, c'est son surnom, là. Je sais pas c'est quoi son nom complet, mais Mama Gena, elle a écrit entre autres un livre qui s'appelle Pussy, a Reclamation, puis elle a une école qui s'appelle genre de
The School of Womanly Arts ou un truc du genre, mais en tout cas, elle a une pratique que j'aime vraiment beaucoup, puis ça s'appelle le swamping. Ça, c'est quoi une swamp, là? C'est un lieu dégueulasse, là. C'est comme de se permettre d'exprimer ça, là. Tu sais, l'affaire qu'on est genre... Tu sais, je sais pas pour vous, mais moi, c'était ça, là, dans les dernières semaines. C'est comme si je me sentais pognée dans de l'espèce de... Tu sais, quand il y a des déversements de pétrole, là, puis que les oiseaux sont comme tout noirs, là, puis tout sales, puis que ça... C'est collant, là, c'est comme dur de sortir de ça. Ben elle sa pratique, c'est de se dire, on va aller incarner au complet, là, ce swamp-là dans lequel on est, puis on va lui donner tout l'espace jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de jus, là. Fait que au lieu de le retenir, d'essayer d'être genre « good vibes », ben non, cette espèce de positivité toxique à laquelle on est invité à aspirer des fois dans le monde du développement personnel, ben dans le swamping, là, c'est comme on met ça de côté puis on y va à fond les ballons pour aller toucher à ce qui est là, qui est lettre, qui est... Fait qu'on le sort de la façon dont ça a envie de sortir, là, aussi bestiale et laite. Et vraiment, là, c'est tellement libérateur. Avec la musique, là, de la musique laite, là, tu sais, des gens qui crient, là, mettez de la musique qui vous défoule, là, puis allez-y à fond, puis, tu sais, allez lire, là, Swamping, googlez Swamping, Mama Gina, puis vous allez accéder même, je pense qu'elle a une liste, une playlist de Swamping sur Spotify. Donnons-nous accès à cette ombre-là au lieu d'essayer de la taire, parce que on file tellement mieux là, quand on fait le ménage, là, quand on la laisse sortir, cette énergie-là. Fait que là, vous vous demandez peut-être, mais pourquoi je vous partage tout ça? Mais c'est que je l'ai faite, cette loupe-là. Tu sais, je suis comme... on dirait que j'ai bouclé la boucle là, il y a à peu près une semaine de cette période de ma vie, de ce moment-là, d'être vraiment dans Swamp. Puis j'avais envie de vous en parler parce que dans le développement personnel, dans la croissance, et c'est pour ça que vous allez rarement m'entendre dire ce mot-là, là, la croissance personnelle, parce que je pense pas que c'est comme ça que ça se passe. Croissance personnelle, on dirait que c'est justement, là, je vois le graphique de la bourse, là, qui est supposé, qui nous amène une attente de comme toujours monter plus haut, puis comme quelque chose de très linéaire. Et de plus en plus, je vois le développement personnel, mon cheminement, non pas comme quelque chose de linéaire, de cette croissance infinie-là, mais comme quelque chose de plus circulaire. Puis même, j'oserais dire, en fait, pas comme si j'allais dire quelque chose de bien choquant, mais je le vois de plus en plus comme une spirale. Et je m'explique. La spirale, pour moi, c'est la figure qui représente le mieux le développement personnel parce que quand on n'intègre pas les choses, on les revit. Ça crée des patterns, puis on se dit, ben coudonc, comment ça se fait que je recrée toujours ça dans ma vie? Mais c'est parce qu'on est encore en train de l'intégrer. Et la spirale, pour moi, c'est de dire qu'il y a un cycle qui va repasser. Comme là, dans ce qui vient de se passer pour moi, de me dire que mes émotions n'ont pas de place, que je dois être forte, que je dois pas laisser transparaître mes faiblesses quand on vit des épreuves, ce genre, en tout cas, ce paquet-là de croyances là, qui me regardent, mais c'est des choses que j'ai vécues dans ma vie. Je me suis amenée à l'épuisement, puis des fois, ça m'a pris des années, puis j'ai poussé, puis je me suis rendue dans des états vraiment, vraiment de détresse avancée. Et là, je l'ai vécu de la même façon, le même cycle, mais un peu plus vite. C'est comme si chaque fois quand on intègre les choses, quand on apporte de la conscience, quand on comprend les leçons, quand on intègre, ben on revit les mêmes choses, mais on les revit dans un cycle plus rapide, on le refait, mais de plus en plus maîtrisé, je dois dire. Puis je le vois comme ça. C'est comme si au début, là, les leçons sont lentes. Tu sais, le cycle, là, il est long, puis on reste pogné dedans longtemps, puis on arrive au bout, puis ça a pris du temps, puis on n'a pas tout à fait compris, on a vraiment souffert, puis là, ça se représente dans nos vies, mettons. Le même genre de déclencheur. Mais là, on a intégré des leçons de la dernière fois, fait qu'on est quand même capable, on le vit, on trébuche souvent dans des pièges, comme d'habitude, mais il y a comme on se pogne un peu plus vite, on se voit un peu plus vite dans nos patterns. Tu sais, comme là, moi, je me suis vite vue en train de magasiner des affaires. Fait que j'ai pas dépensé des sommes astronomiques. Je me suis repognée un peu plus vite, j'ai vécu le cycle au complet, puis là, je l'ai intégré plus vite. Puis là, je le sais, j'ai la conviction, à l'issue de ce que je viens de vivre, que la prochaine fois que quelque chose du genre va se produire dans ma vie, parce que c'est ça qui arrive, ça se reproduit, ben je vais
le revivre, ce cycle-là, mais ou en tout cas d'une façon plus intégrée et plus consciente. Puis je sais pas si, quand je vous dis ça, vous la voyez, la spirale des cycles qui reviennent, mais de façon plus courte, plus on dirait que j'utilise les mots là, du capitalisme, le plus efficace, plus rapide, mais d'une façon, c'est ça, plus consciente, plus intégrée, ce qui nous fait un peu moins souffrir à chaque fois. Puis j'aime ça, le voir comme ça, parce que ça me permet d'être moins fâchée. Parce que je sais pas pour vous, mais quand je revis quelque chose, là, que tu sais, je me dis « Oh, you know better than this, Vanessa Pilon », puis là, comme, tu serais capable de faire mieux que ça, puis je suis déçue, puis ça me crée encore plus de tension intérieure, tandis que quand je fais juste le voir comme « Hey, on a fait un autre petit tour de manège, hein? On le refait encore, ce cycle-là », mais il y a vraiment plus d'autocompassion envers moi qui fait de mon mieux, qui le revit de plus en plus avec de la conscience, et des fois avec pas pantoute de conscience, parce que moi, au début de ce que je viens de vivre, là, c'est comme, il n'y en avait pas de conscience, j'étais juste à fond dedans, mais tranquillement, la conscience est arrivée, et ça m'a permis de m'en sortir en écorchant peut-être un peu moins les gens autour de moi, en créant peut-être un petit peu moins de souffrance autour de moi, puis je vous invite à le voir comme ça, parce que c'est vraiment plus encourageant de se dire « Ah ben oui, je reviens dans ma même affaire, mais regarde, il y a un petit peu plus de conscience cette fois-ci. Puis la prochaine fois, il va en avoir encore peut-être un petit peu plus. » Et cette conscience-là, pour moi, elle m'amène à être capable de faire des choix. Et la notion de choix est vraiment importante, parce que c'est sûr, là, on n'a pas le choix de nos circonstances tout le temps. Il y a, je le dis et je le redis, il y a des problèmes systémiques dans notre société, il y a des circonstances qui sont hors de notre pouvoir individuel. Puis c'est ça, de comprendre qu'on n'a pas toujours le choix de nos circonstances, mais on a le choix de nos réactions face à ça, puis surtout ce qu'on va en faire après. Puis c'est pas d'essayer de se convaincre tout le temps qu'il y a du sens à chacune des choses qui nous arrivent. Je pense que des fois, il y a des affaires qui ont juste pas de sens, mais de voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Tu sais, des fois, il y a quelque chose qui arrive que, ben c'est de la merde, mais regarde, qu'est-ce que je fais à partir de là? C'est là où on a l'espace du choix, puis d'apporter de la conscience dans ce qui nous arrive, c'est d'avoir du discernement, puis plus de clarté, puis ça nous permet de sortir de la posture de la victime du monde extérieur à nous. Fait que comment est-ce qu'on peut réconcilier un peu les deux? Rester conscient qu'il y a des injustices et il y a un système en place qui nous met des bâtons dans les roues, mais il y a aussi une part de responsabilité là-dedans pour transcender nos circonstances. Et je sais qu'il est quand même une figure pour certaines personnes controversées, mais moi, je suis quand même assez fan là, de Joe Dispenza qui, parle beaucoup des programmations, justement, puis de la guérison par le mental. C'est lui aussi qui a parlé de l'effet placebo, tu sais, ça avait vraiment mauvaise réputation, là, l'effet placebo, mais quand on y pense 2 secondes, si on pense qu'on prend un médicament alors qu'on prend une petite pilule de sucre, là, puis qu'on se dit « Hey, je peux guérir », et qu'on guérit, mettons, ben c'est super. C'est de se dire « Wow, notre mental a vraiment ce pouvoir-là de guérison sur notre corps. » Si on croit vraiment qu'on peut guérir, ben on peut guérir, même si on ne prend pas de médicaments. Fait qu'il y a quand même une possibilité immense et assez fascinante à aller explorer de ce côté-là. Ça ne veut pas dire arrêter de prendre des médicaments puis rejeter la médecine, là, bien au contraire, mais de se dire « OK, ben notre mental peut avoir un rôle à jouer, peut nous permettre de guérir, de sortir de certains narratifs, de changer nos schémas mentaux. » Et il dit quelque chose de super intéressant, Joe Dispenza, à propos justement des émotions puis des croyances puis tout ça. Et il dit, puis je sais pas si c'est vrai, là, reste à vérifier, je pense pas que c'est scientifiquement prouvé, mais il dit qu'à 35 ans, 95% de qui on est, tu sais, de nos croyances puis de nos habitudes et tout ça, ben c'est déjà programmé. Ça veut dire que ça commence à devenir rigide là, à 35 ans. Si, mettons, moi, mes parents, là, quand j'ai essayé de les convertir au recyclage, là, ils étaient comme, ben garde, il est un peu trop tard, là, commencer le recyclage dans la cinquantaine. Puis des années plus tard, je me suis rendu compte que finalement, c'était un peu un scam, le recyclage. Mais bref, tout ça pour dire que plus on vieillit, c'est sûr qu'on devient un peu plus rigide parce qu'on est programmé, puis nos programmes sont vraiment bien installés. Ça roule, là, cette machine-là de programmation. Fait que ça demande plus de travail. On est moins malléable, ça demande plus de travail conscient pour aller travailler dans la neuroplasticité.
Fait que si vous avez moins de 35 ans, là, gloire à vous, profitez de tout ça pour justement capitaliser sur la neuroplasticité de votre cerveau, puis allez vous mettre des belles programmations. Là, c'est comme plonger dans cet espace-là de travail sur vos croyances, sur vos habitudes, de discerner qu'est-ce qui vient de vous, qu'est-ce que vous portez qui vous appartient pas, qu'est-ce que vous avez envie de changer dans vos croyances. Fait que c'est tellement le fun. Moi, j'aurais aimé ça, là. J'aurais aimé ça commencer ce travail-là plus jeune, mais regardez bien, je suis rendue à passer 35 ans, j'arrive à mon 39 bientôt, mais tout n'est pas perdu, là. On peut quand même reprogrammer ce qui a été programmé. C'est ça qui est le fun, c'est juste ça demande du travail. Donc, pour revenir à mon fameux stress, c'est-à-dire la distance entre où on est et où on pense qu'on devrait être, ben Joe Dispenza aussi, il l'exprime d'une façon que je trouve quand même intéressante, c'est qu'il dit le stress aussi, c'est avoir conscience de nos ressources, donc de notre potentiel, de ce qui peut être, de tout ce qui est là pour nous, c'est ça, notre potentialité. Après ça, de regarder nos désirs, d'avoir conscience de nos désirs, puis là, après ça, d'être un peu pogné parce qu'on voit pas c'est quoi le pont entre les deux, entre notre potentiel et nos désirs qu'on veut matérialiser. Et là, le pont, c'est quoi? C'est une formule magique? Ben non, le pont, c'est le travail qu'on a à aller se reprogrammer, à aller regarder nos croyances limitantes, à aller observer nos patterns. C'est ce travail-là qu'on a à faire. Donc, changer nos patterns, nos schémas mentaux pour être capable de générer du changement dans notre vie. Question de réduire le stress entre nos désirs et notre potentialité. Et j'ai aussi l'élan de vous partager, il y a beaucoup de gens qui connaissent cette notion-là, mais aussi beaucoup de gens qui ne la connaissent pas, puis à chaque fois que j'en parle à quelqu'un qui connaît pas cette notion-là, ben ça fait un peu exploser leur conscience. Fait que j'ai le goût de vous en parler. Hey, ça c'est une pépite, OK? C'est la notion du Upper Limit Problem. Et ça nous vient d'un auteur, Gay Hendricks, qui, ben il n'est pas juste auteur, là, il fait plein de choses, mais il a écrit un livre qui s'appelle The Big Leap. Si vous n'avez pas lu The Big Leap, là, c'est votre devoir. Vous n'êtes pas obligé. Vous êtes des êtres libres. Mais je vous invite, non, je vous invite pas, je vous encourage fortement à lire ce livre-là, de Big Leap. Si vous avez envie de passer genre à l'autre niveau là, dans votre vie, mais que vous êtes comme, coudonc, comment ça se fait que je suis jamais à ce niveau-là, là, de Big Leap, là, ça va transformer votre vie, pour vrai. Et je pèse mes mots. Je vous le résume, OK? Si vous n'avez pas le goût d'aller lire ce livre-là. Dans son livre de Big Leap, Gay Hendricks, il parle notamment du Upper Limit Problem. En français, on pourrait dire le problème de la limite supérieure, on va dire. Moi, je le résumerais, là, mettons, pour comprendre, c'est que notre système de croyances nous amène à penser qu'on est capable de prendre jusqu'à une certaine limite de bonheur, mettons. Fait que, mettons, selon la famille d'où on vient, notre position dans la société, les messages qu'on a reçus par rapport à qui on est, nos étiquettes et tout ça, on assimile tout ça dans une croyance de ce qu'on peut mériter comme niveau de bonheur, de joie, d'abondance financière, whatever. Et si jamais la vie nous amène quelque chose d'autre que ça, de plus, mettons, on n'est comme pas capable de le prendre. Et on peut prendre l'exemple, mettons, là, tu sais, les gens, il y en a plein là, de ces exemples-là, les gens qui gagnent à la loterie, OK, qui, tu sais, les lavigueurs, là, c'était ça, tu sais, des gens qui gagnent des gros montants d'argent, là, que on se dit, hey, avec ça, tu es en business pour le reste de ta vie, plus besoin de travailler, confortable, tout ça, l'existence merveilleuse qui t'attend pour le reste de ton existence. Mais il y a plein de gens qui, malgré le fait qu'ils gagnent des sommes astronomiques à la loterie, quelques années plus tard, se retrouvent dans une situation équivalente, sinon pire qu'avant qu'ils gagnent le gros montant à la loto. Puis ça s'explique, entre autres, selon Gay Hendricks, par le Upper Limit Problem. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, on pense qu'on est capable de prendre une certaine dose de bonnes affaires dans la vie, puis si ça dépasse ça, on est
comme pas capable de le gérer. Comme si on avait un thermostat de bonheur, OK? Fait que mettons que moi, mon thermostat dans la vie, là, je pense que je suis good pour un bonheur à, mettons, 20 degrés Celsius, OK? Et là, il y a un beau soleil à l'extérieur, une journée très, très chaude. Tu sais, je suis invitée à monter à un petit 24 degrés Celsius, mettons, la belle journée d'été. Mais moi, ce que je vais faire, mon thermostat maximum, il est réglé à 20. Fait que je vais vouloir diminuer cette affaire-là. Donc, même si mes circonstances extérieures sont parfois meilleures ou il y a une amélioration, des fois, on va un peu s'auto-saboter, on va un peu gâcher l'affaire pour revenir à la zone confortable où on sait qu'on est ça, là. Mettons, moi, je suis une 20 degrés Celsius, là, fait que le 24 degrés, trop chaud pour moi. Une partie de moi est contente et veut ça, mais il y a une partie inconsciente qui croit que je ne suis pas assez pour mériter ce 24 degrés-là, mettons, qui va un peu saboter le processus, ce qui fait que je vais tout le temps un peu revenir à mon 20 degrés Celsius. Fait que le but avec le Upper Limit Problem, c'est d'aller travailler sur mon réglage de thermostat, c'est-à-dire sur mes croyances, Fait que c'est ce qui fait en sorte, des fois, qu'on va un peu s'auto-saboter sans le vouloir ou, mettons, on va connaître, je sais pas, une invitation à l'expansion dans, je sais pas, mettons, une promotion à la job, là, ou comme vraiment quelque chose du niveau professionnel qui va aller super bien, puis tout ça, mais là, et hop là, dans notre vie amoureuse, ça va chier. Comme, c'est comme cette espèce d'affaire-là inconsciente où on va se ramener à notre niveau de bonheur confortable. Puis le but, c'est pas nécessairement d'aller changer nos circonstances extérieures puis d'aller pourchasser une nouvelle relation, c'est de dire, OK, mais c'est quoi en moi, mais c'est quoi mes croyances limitantes qui font en sorte que je suis pas capable de tenir l'espace, de tenir la charge de plus d'abondance, de plus de bonheur. Fait que c'est quand même une façon fascinante, je trouve, de le regarder. Puis peut-être ça va pas vous parler pantoute, mais moi, quand j'ai commencé à observer ça, je me suis vue, là, comment un peu inconsciemment, là, je limitais, tu sais, même avec le podcast, OK, le nombre d'abonnés qui augmente, des fois, ça va vite, puis je suis comme, waouh, ça monte. Puis il y a une partie de moi qui est, épelay, pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite. Il y a comme, c'est inconfortable, des fois, de prendre de l'expansion. Fait que si, des fois, vous êtes un peu pogné dans le narratif de c'est autour de moi, c'est la faute aux autres, il n'y a jamais rien qui marche, mais de regarder aussi, est-ce que vous êtes un peu en train de vous saboter? C'est quoi vos croyances de ce que vous pensez que vous êtes en train de mériter dans votre vie? Puis, je vous ai amené l'image de la spirale là, dans le développement personnel, mais tant qu'à aller dans l'image de la spirale, là, j'ai goût aussi d'aller comme dans la nature aussi. Tu sais, juste penser à votre cœur qui bat, mettons, comme dans les saisons. Avant l'expansion, il y a souvent une phase de contraction. Puis, il y a quelques personnes qui m'ont écrit sur Instagram, puis j'ai jasé avec quelques personnes de cette affaire-là, de période un peu, des fois, où on est comme, qu'est-ce qui se passe? On dirait que ça allait bien, puis que là, tout d'un coup, tout chie, ou comme, il y a quelque chose qui va pas, là, en ce moment, mais si on s'assoit avec cette phase-là là, de contraction, de ce qui est plus dur, si on suit ces invitations-là puis qu'on n'y résiste pas, là, souvent, après ces phases de contraction-là, il y a des vraiment belles phases d'expansion et je sens pour moi que c'est ça qui est en train de se passer, c'est qu'il y a vraiment des belles choses qui s'en viennent avec le podcast, dans ma vie professionnelle, puis c'est comme si il fallait que je me prépare, que je me mette à niveau dans mes croyances pour être capable de prendre ce qui est en train de se passer. Fait qu'il faut pas se décourager quand on a des phases de marde, disons-le, là, des phases de contraction, d'avoir confiance que c'est vivant, puis c'est pas une courbe croissante, linéaire, constante, puis d'accepter ces phases-là de contraction parce que il va y avoir de l'expansion. Puis après l'expansion, chances are qu'il va y avoir une autre phase de contraction, puis c'est ça la vie, c'est un cœur qui bat, c'est vivant, puis c'est pas juste une ligne croissante. Fait que c'est ça que... C'est ça l'image avec laquelle j'ai envie que vous quittiez ce podcast aujourd'hui. Regarde, le graphique là, de la courbe qui monte, on efface ça de nos consciences, là, puis on remplace ça par une spirale, par des cycles, par des images un peu plus vivantes. Puis, tu sais, la spirale, des fois, là, elle peut aller vite en s'il vous plaît, puis ça peut être vraiment étourdissant. Il peut y avoir beaucoup de vent autour de vous. Je ne sais pas, vous êtes dans quelle phase de votre vie présentement. Peut-être que vous êtes dans une phase
all is good, d'expansion, tout va bien, tout est fluide. Et si c'est le cas, yes, je vous célèbre et je vous rappelle aussi, sans vouloir être le messager du malheur, que ça aussi, ça va avoir une fin, puis qu'il va y avoir une autre phase après. Puis même chose aussi, si vous êtes dans une phase de contraction, puis que c'est tough en ce moment, puis que vous êtes comme « shit, je peux-tu avoir une bonne nouvelle dans ma vie? » Mais après les contractions vient l'expansion aussi, de vous rappeler que ça a une fin aussi, ces phases-là, un peu plus genre « fuck, ça peut-tu finir? » Puis d'aller écouter votre corps, d'aller suivre les invitations de ce qui est inconfortable dans ce moment-ci que vous vivez pour être capable d'accéder à la prochaine phase de votre spirale. Puis, dans le cyclone, là, dans la spirale qui va vite, dans le vent, dans la tempête, rappelons-nous qu'il existe tout le temps une petite place là, vraiment tranquille en plein milieu de tout ça, là. L'œil du cyclone dont on parle souvent, mais c'est pas pour rien qu'il y a ça dans la nature, là. Il y a ça dans nos vies aussi. Il y a un œil du cyclone. Fait que si vous êtes dans une tempête, full compassion pour vous en ce moment. Je viens d'en traverser une. Puis à travers ça, essayez de trouver votre œil du cyclone. Il est où votre place de stillness, là, tu sais, de calme. Vous êtes ça quand même à travers le cyclone. Il y en a une place tranquille. Peu importe la phase où vous êtes en ce moment, je suis vraiment avec vous. J'ai de la compassion parce que je vis toutes ces phases dans ma vie. Fait que c'est sûr qu'il y a une version de Vanessa qui match votre version en ce moment. Fait que compassion pour peu importe la phase où vous êtes en ce moment dans vos vies. Invitation aussi, tant qu'à partager mes découvertes. Je suis en retard au party, là, mais j'ai découvert il y a quelques jours le Yoga Nidra. Moi, tout ce qui commence par yoga, je dois dire que j'avais un peu saturé, là. Quand j'entendais yoga, petite résistance, là, bien honnêtement, pas que je me pensais au-dessus du yoga, là, je trouve que c'est une pratique merveilleuse. C'est ça, c'est comme si je résonnais plus avec le yoga. Fait que là, quand les gens me parlaient du yoga nidra, j'étais comme, bon, il y a yoga en avant, là, ça part bien mal, mais il y a quelque chose qui m'a amené à faire, vas-y donc, là, juste pour voir. Et le yoga nidra, là, si vous connaissez pas, moi, là, en ce moment, c'est ma révélation du moment quand on parle du repos profond, puis pas juste du sommeil, là, mais vraiment du repos, sans être stimulé, sans regarder une série, sans checker notre téléphone, sans écouter un autre podcast. Le vrai repos, le silence, le stillness dans l'œil du cyclone, là, ben pour moi, ça passe, entre autres, par des pratiques comme le yoga nidra. En gros, là, c'est d'arriver à un état entre l'état endormi et l'état d'éveil. Fait qu'il y a une conscience, mais il y a vraiment un état de relaxation qui est très, très, très régénérateur. Et c'est une pratique qui est guidée. Fait qu'il y a plein de gens qui offrent ce genre de pratique, de séance, je ne sais trop comment appeler ça. Et entre autres, j'ai vu, il y a une fille que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle Annick Baillargeon, femme merveilleuse, qui en envoie là, en ce moment, elle en fait en français et elle en partage à travers ses infolettres. Moi, j'en écoute aussi en anglais sur une application qui s'appelle Open, que j'aime beaucoup, là, qui offre autant du mouvement, de la méditation, du breathwork que du yoga nidra. Et on fait ça là, en journée s'il le faut. Ben, en fait, en journée. Moi, j'aime ça le faire en journée. C'est comme un power nap, là. Tu mets un petit quelque chose sur tes yeux là, pour bloquer la lumière. Par le petit yoga nidra, ça dure entre 10 et genre 30 minutes. C'est l'équivalent de 3 heures de sommeil. Ça aide vraiment à se régénérer. Puis, tu sais, la façon de se reposer sans être stimulé, sans mettre de la musique ou d'autres affaires, ça permet vraiment d'aller dans le corps. Puis là, la personne nous guide à aller apporter de la conscience à différentes parties du corps. C'est comme une méditation, mais pas tant, là. C'est comme vraiment juste de s'amener dans un état de repos et c'est vraiment, vraiment bon. C'est miam, 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 miam. Fait que c'est ce que je vous conseille si vous sentez en ce moment que vous avez besoin de trouver l'œil dans votre cyclone, là, ou juste de vous reposer puis vous trouvez pas tout à fait comment, là, le yoga nidra, c'est super. Donc voilà ce que j'avais l'élan de vous partager cette semaine. C'était un petit peu messy, mais il y avait un fil conducteur. J'espère que je vous ai pas trop perdu ou étourdi. Si c'est le cas, retournez dans l'œil de votre cyclone. Allez faire un petit yoga nidra, ça va vous calmer le système nerveux. Mais voilà, je voulais juste vous dire que peu importe la phase, la vie dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, il y a toute phase a une fin, un début, ça recommence. C'est ça la vie, c'est ça la beauté de l'expérience
l'expérience humaine, de se laisser porter par ce flow-là, puis d'avoir de la conscience de plus en plus, de faire des choix, puis d'avoir profondément confiance qu'à travers ces répétitions-là, ces patterns-là, on a un pouvoir de transformation et qu'aussi, malgré tout, on est en train de fleurir. Même si des fois, ça apparaît pas de l'extérieur, que c'est plus des racines qui s'enfoncent dans le sol, puis qu'on est en train de grandir quand même. Merci de prendre le temps d'aller en vous, de regarder votre paysage intérieur, de m'écouter, vous jaser de ça, de vous questionner, d'aller dans votre vérité, dans les affaires qui sont un peu inconfortables, parce que je suis vraiment convaincue que quand on fleurit individuellement, mais c'est collectivement aussi qu'on en bénéficie. Fait que merci. Et aux gens là, qui écoutent ces épisodes jusqu'à la fin, je vous invite encore une fois, si ce n'est pas fait déjà, à vous inscrire à l'infolette. Le lien est comme dans les descriptions d'épisodes. C'est pas toujours évident à trouver, mais c'est à travers l'infolettre que je vais commencer à partager un peu plus de détails sur des affaires excitantes qui s'en viennent. Puis là, je ne veux pas dire des affaires secrètes, là, puis non, j'ai envie de vous inclure dans le processus. Donc, à travers l'infolettre que je vais commencer à écrire dans les prochains jours, vous allez pouvoir accéder aux coulisses de quelque chose que je suis en train de créer présentement qui m'excite vraiment, vraiment beaucoup. J'ai envie que vous en fassiez partie, que vous puissiez me dire de quoi vous avez besoin et envie pour cette prochaine affaire-là. Et c'est pas un balado, c'est pas un programme sur 6 mois qui va vous coûter 1400 $. C'est une offre un peu plus structurée que les épisodes de balado avec des outils, mais je veux que garder ça short and sweet, très pratique, très pour mettre en place. Et c'est quelque chose qui fera écho au printemps qui commence. Fait que si ça vous appelle, inscrivez-vous à l'infolettre et je vous jase de ça. Et d'ici là, je vous souhaite un beau début de printemps parce que c'est fait là, on est là. Hallelujah! We made it through winter. On s'en est sorti. L'hiver est terminé, que nos petites graines se sèment et qu'on fleurisse tout le monde ensemble. OK, bye bye! Whether you